Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant l'indicateur de Fibonacci. Vous avez été plusieurs à me demander des explications sur cet indicateur qui apparemment plaît énormément et vous souhaitez savoir comment est-ce que fonctionnent les Fibonacci. Alors cette vidéo, ça va être très très simple. La théorie va durer 2 petites minutes seulement parce qu'il en faut et il en faut un minimum, ne serait-ce que pour comprendre à quoi va servir l'indicateur et pourquoi est-ce qu'il est si performant. Et on va regarder donc qu'est-ce que les Fibonacci, comment est-ce que l'on va utiliser l'indicateur des Fibonacci sur eToro, pourquoi est-ce qu'il marche aussi bien et pourquoi est-ce qu'on doit utiliser les Fibonacci dans notre configuration de training et est-ce que c'est vraiment utile pour améliorer notre rendement en profit. Pour être gagnant sur les marchés financiers, contrairement à ce que dit la légende, eh bien, ce n'est vraiment pas si compliqué. On a déjà tous entendu parler des 97 de traders qui perdent énormément d'argent et des 3 qui en gagnent. En fait, il suffit d'avoir une structure bien définie et de la suivre. Donc tout va résider dans les 5 points qui suivent: la diversité du portefeuille, avoir des actions dans divers domaines et éventuellement pouvoir s'assurer que lorsqu'un domaine est en chute libre, les autres domaines sont là, comme par exemple avoir du risk on et du risk off, avoir de l'or et des cryptos, mais également être investi sur de la tech ou diverses paires de crypto, de forex, pardon. En deuxième point, ne jamais avoir plus de 20 d'une même action ou d'une même crypto-monnaie dans votre portefeuille. Si vous allez sur notre portefeuille en copy trading, vous verrez qu'on est aujourd'hui à environ 18%, un tout petit peu plus de 18% sur notre asset le plus gros, c'est-à-dire le Bitcoin. Le ratio de trade doit toujours vous permettre d'avoir un gain supérieur en fait à votre risque. C'est-à-dire que lorsqu'on va trader, on va essayer de s'assurer d'accepter en fait de perdre 1 $, mais seulement si on a une opportunité d'en gagner deux. Et à force de faire des trades comme cela, même si on gagne que à 50% par rapport aux trades que l'on perdrait à 50%, vu que les trades que l'on perd, on accepte de perdre qu'un euro et que sur les trades que l'on gagne, on accepte de gagner 2 euros, automatiquement, on est forcément gagnant et notre portefeuille devient vert. Donc le ratio de trade est très très important. Et également, il va falloir définir des zones privilégiées d'achat et des zones privilégiées de vente. Et c'est là particulièrement que va intervenir l'indicateur de Fibonacci dans le ratio de trade et dans la définition des zones privilégiées d'achat et de vente, sans que vous n'ayez rien à faire. On va simplement tirer l'indicateur de Fibonacci et ça nous indiquera directement les zones d'achat et les zones de vente. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de répondre aux points 3, 4 et 5. Ce que vous pouvez faire pour avoir la vidéo qui parlera des points 1 et 2, vous pouvez vous abonner directement. Moi, ça m'aidera énormément dans mon référencement et vous, ça vous permettra de recevoir directement l'information que la vidéo concernant les points 1 et 2 est sortie. Donc, on va voir un petit peu à quoi correspond cette suite de Fibonacci dont tout le monde parle. Alors, on pourrait très bien la faire mathématicien, compliqué. En mathématiques, la suite des Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. En fait, il faut simplement venir se référer à cette formule-là. Pour avoir, par exemple, les 144, c'est simplement l'addition des 89 plus 55. Pour avoir les 21, c'est simplement d'avoir l'addition, en fait, des 13 plus 8. Donc, vraiment, cette partie mathématique ne nous intéresse pas du tout au quotidien pour trader, donc on la passe très rapidement. Vous pourrez trouver énormément de youtubeurs qui en parlent plus en profondeur et qui vont la détailler si ça vous intéresse. Nous, on va rester sur le pragmatique et comment l'utiliser sur eToro. Alors, pour voir, pour comprendre en fait à quoi ça sert et pourquoi ça marche aussi bien, on va juste prendre 2 ou 3 exemples. Alors, imaginons que nous soyons Fibonacci et que nous soyons en 1229 et que l'on se pose une question en regardant des lapins. Combien de couples de lapins obtiendrons-nous à la fin de l'année si en commençant avec un couple, chacun des couples pouvait produire chaque mois un nouveau couple, lequel deviendrait également productif au second mois de son existence? Donc, pour répondre à sa question, Fibonacci a tout simplement dessiné des lapins, une colonne avec des pères et une colonne avec des mois. Et il est parti du principe que l'année étant, il a commencé à définir qu'en janvier, il y aurait un couple, ce que l'on trouve ici, premier mois, un couple, donc une paire. Le deuxième mois,
le couple de lapins qui était un petit couple de lapins, c'était des petits lapins, les lapins ont grossi et donc on se retrouve toujours avec qu'une seule paire. Donc en février, on n'a toujours qu'un seul couple. Entre à partir du mois de mars, on obtient des lapins et on fait un lapin bleu. Et à partir de ce lapin bleu, on obtient donc des gros lapins plus un petit lapin bleu. On a bien deux paires. Ces gros lapins vont faire pour le mois d'après un lapin vert, sachant que le petit lapin bleu sera devenu grand. On va trouver en avril quatre lapins, donc le premier couple, le lapin vert, le lapin bleu qui est devenu gros et qui va faire un lapin violet pour le mois d'après. Et on se retrouve donc, on passe de une paire à deux paires et ensuite à 5, etc. Et petit à petit, on poursuit sur 8, 13, 21, 34, etc. Donc Fibonacci a défini cette suite logique comme étant la suite de Fibonacci. Alors il est intéressant de noter que dans le Parthénon, cette forme parfaite que l'on retrouve sur le dessin de gauche, on va retrouver le rectangle d'or, et ce rectangle d'or, en fait, est composé du 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Et c'est pas du tout innocent si je pars du 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, parce que ce rectangle d'or, en fait, que l'on voit là en plus haut, nous emmène à une utilisation de ces nombres de cette suite de Fibonacci dans tout un tas de choses qui nous entourent, comme la fleur de tournesol, comme la formation de certains coquillages, comme l'ananas, comme le chou romain, les pommes de pin, tous présentent une spirale d'or. Et la spirale d'or, c'est exactement ça, c'est le 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, que l'on va retrouver dans énormément de choses autour de nous. Regardez cette coquille d'ammonite, par exemple, où on retrouve parfaitement la définition de cette suite de Fibonacci. Alors tout ça, c'est toujours très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? On part de la suite de Fibonacci et d'une manière pratique, pardon, pour Itoro, on va tout simplement définir des ratios en pourcentage. Imaginez que vous preniez 55 et que vous le divisiez par 34, vous allez obtenir 1,618, pardon. Le 1,618. Et vous verrez que ce 0,618, ce 1,618, ce 2,618, ce 3,618 sont des répétitions, des fractales qui sont très très importantes pour nous. Alors, est-ce que c'est une coïncidence que lorsque l'on divise par exemple le 55 par 34 ou le 34 par 21 que l'on retrouve le 618? On peut y croire, en effet, c'est un exemple, donc on peut se dire, ok, sur un exemple, ça peut être simplement une coïncidence. Du coup, gardons simplement en tête ce 1,618 et souvenons-nous que l'on l'appelle le nombre d'or. Donc on avait le rectangle d'or avant et on a le nombre d'or dans la suite des Fibonacci. Prenons un autre exemple tout simple. Regardons ce bras, on va observer notre bras et on peut s'apercevoir que l'on a ici un os qui constitue notre bras, puis sur notre avant-bras, on a deux os, puis on va se retrouver au niveau du poignet avec huit os. Donc on retrouve le 1, le 2. On va continuer d'avancer. Au niveau de la main, on a le 5 os en fait qui composent notre main et ensuite au niveau des os, on va se retrouver avec trois os pour chaque doigt. Donc on retrouve de nouveau les chiffres 1, 2, 3, 5, 8 qui composent notre bras. Donc encore un exemple ou une coïncidence, je ne sais pas. Donc continuons un petit peu et on va regarder les différences entre la taille de notre avant-bras et de notre main. Donc le nombre d'or va aussi se retrouver dans la fractale des phalanges. Et on va encore une nouvelle fois retrouver ce nombre d'or dans le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de l'ADN. Donc on a notre ADN avec la double hélice et on s'aperçoit que l'on retrouve le nombre d'or donc toujours égal à 1,618. Alors quand on regarde une fois, deux fois, trois fois, on peut se dire, ok, ce sont des coïncidences. Maintenant, dans la science, quand on commence à le retrouver un petit peu partout, on finit par se dire, ce n'est pas une coïncidence et il se passe quelque chose avec ce 1,618. Regardez par exemple cette particule, dans sa structure, dans sa nervure, on s'aperçoit que l'on a directement une fractale qui se répète en permanence et cette forme se répète à l'infini, toujours plus petite. Donc on peut se rendre compte avec tous ces exemples qu'on a
du Fibonacci partout, mais partout autour de nous. Ce nombre d'or est partout et on va retrouver dans notre environnement ce que l'on appelle la science des fractales. Alors, les fractales, en étant tout autour de nous, nous permettent par exemple au niveau de notre ADN d'intégrer 6 milliards 400 000 km d'ADN dans notre corps humain, simplement parce que c'est une forme qui se répète à l'infini, de plus en plus petit, et on peut la loger dans notre corps d'1,80 m ou de 2 mètres. Euh, le fait de parler des Fibonacci et le fait de se rendre compte qu'on les a partout, dans tous les exemples que l'on peut regarder autour de nous, je crois que vous voyez vraiment où je veux en venir. À partir du moment où on l'a partout, on va automatiquement le retrouver aussi sur les marchés financiers. Alors, je ne vous demande pas d'aller loin dans la recherche de pourquoi le Fibonacci, etc. C'est pas vraiment ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de comprendre qu'on l'a partout, c'est de comprendre qu'on va le retrouver facilement dans les schémas financiers. Et donc, une fois qu'on sait que c'est là et qu'on l'accepte comme un théorème, à ce moment-là, on va pouvoir l'appliquer. Et dans les marchés financiers, on va le retrouver sur toutes les unités de temps, en secondes, en minutes, en heures, en semaines. Et du coup, c'est grâce à Fibonacci, une fois qu'on aura appris en fait comment poser l'indicateur de Fibonacci sur notre graphique, que l'on va faire en sorte de comprendre et de vivre vraiment notre graphique. Alors allons-y, prenons par exemple l'accumulation de Wyckoff. L'accumulation de Wyckoff, en fait, c'est un schéma tout simple comportant 5 phases. Vous m'avez vu, ceux qui me suivent et me copient depuis longtemps, très souvent j'en parle. En fait, je dis, tiens, là on a une accumulation de Wyckoff ou là on a une distribution de Wyckoff. Et en fait, on s'aperçoit que cette fractale, se retrouve énormément dans le marché sur toutes les unités de temps. Et on va retrouver un PSSC ARST. Par exemple, lorsque l'on prend ici notre courbe qui était, notre graphique qui était en cours, on avait un PS SC ARST. Et donc, à la suite de ça, on retrouvait un secondary test, le ST, qui passait dans la phase B, puisque le premier était en phase A. C'est exactement ce que l'on retrouve ici. Premier ST, premier secondary test en phase A, et on vient le retrouver dans la phase B. En fait, en quoi ça va être important? Tout simplement parce que ça va permettre, une fois reconnu, ça va permettre aux traders de savoir, OK, là je peux rentrer, je peux investir de l'argent. Maintenant, on vient de passer au-dessus de la R, ça veut dire qu'on va être obligé de vendre, le marché va distribuer, va retourner chercher une nouvelle accumulation. Donc, je vends tout simplement à ce niveau-là et je rachète éventuellement sur un short pour venir chercher mon spring. Alors, sachant que sur une accumulation de Wyckoff, le spring n'est pas une obligation, il n'est pas toujours là. Mais bon, à la suite, on poursuit donc sur un test, un LPS, etc. Donc du coup, ça vous permet de prévoir un petit peu ce que va faire le marché et d'avoir une bonne idée, d'être en avance sur sur ce que va faire le marché et être en avance sur vos gains. Maintenant qu'on a compris que sur le marché, on a plein de patterns qui représentent en fait ce que l'on vit dans la vie de tous les jours, où on retrouve le Fibonacci partout, on va retrouver ce Fibonacci partout également au niveau de ces marchés financiers, comme on l'a dit. Et dans ces patterns, on va retrouver des Fibonacci. Alors pour définir parfaitement les patterns, pour définir de combien va augmenter, si je prends cette partie-là, de combien est-ce que l'on va monter ici ou de combien est-ce que l'on va descendre ici, ça va être simplement des pourcentages en fonction de la vague d'avant. Donc cette vague-ci correspondant à 100%, lorsque je vais mettre mon accumulation, pardon, mon indicateur de Fibonacci, je vais aller chercher par exemple une vente à, je sais pas, au 0,866 par exemple. Donc à définir. Alors très honnêtement, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire en fait du Fibonacci. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi est-ce que ça existe, comment ça s'est trouvé et dans quoi ça se trouve. Par contre, une fois qu'on sait l'utiliser, ça va être parfait. Donc je vous disais dans les premiers slides que tout résidait pour un trader gagnant dans sa stratégie, dans la diversité de son portefeuille, dans le fait qu'il n'ait jamais plus de 20% d'une même action ou d'une même crypto-monnaie dans son portefeuille, dans son ratio de trade, dans un achat qui sera sur une zone privilégiée d'achat et dans une zone privilégiée de vente. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant
en attaquant les aspects pratiques sur eToro. Donc en fait, au niveau de l'indicateur de Fibonacci, on a plusieurs informations. On va pouvoir, sur certaines plateformes comme TradingView, vous allez avoir la possibilité de mettre des nombres de Fibonacci personnels. C'est bien et c'est pas bien parce que pour une personne qui sait pas trop bien l'utiliser, qui comprend pas trop les ratios, le fait de modifier les ratios, il risque de se perdre très rapidement. L'avantage de l'indicateur d'eToro, c'est que vous ne pouvez pas modifier ces ratios et à partir de ce moment-là, vous travaillez toujours avec les mêmes et ça vous oblige à reconnaître les patterns et à travailler sur les patterns en fonction de ces pourcentages. Ce qui est, je pense, au moins au début d'un trading, d'un apprentissage de trade, une bonne, très très bonne manière de travailler. Donc, on parle très souvent des 0,886, des 0,786, des 0,618, on l'a vu tout à l'heure, le 0,618, le 1,618, le 0,382 qu'on appelle aussi le premier arrêt très souvent. Et vous allez voir qu'il est très très important pour savoir si le marché est en train de faire une continuation ou si il va partir en correction. On a le 0,214 et le 0,114 que moi j'utilise un petit peu moins. J'utilise le 0,214 pour définir les zones d'achat. Et alors, on utilise aussi, et c'est présent sur l'indicateur de Fibonacci Litoro, le 0,5 qui correspond à 50% euh, et qui matérialise le point médian en fait de retracement de votre courbe ou de hausse de votre courbe. Donc tout ce qui va être au-dessus, c'est la partie haute et tout ce qui est en dessous, bien sûr, c'est la partie basse. Alors, comme exemple ici, on va retrouver le point 0. Le point 0 a été placé exactement au niveau du point le plus bas de la mèche et on va retrouver le 100% placé au point le plus haut de la mèche. Alors, il y a deux écoles en trading. Il y a ceux qui vont placer leur Fibonacci uniquement qu'au niveau des clôtures et puis il y a ceux qui les placent au niveau des mèches. Moi, j'avoue que je prends toujours les mèches parce que je considère que dans une mèche, il y a des personnes qui ont pu poser des, des actions en fait d'achat ou de vente et donc du coup, je considère qu'il faut que je les prenne en compte également. Donc du coup, j'ai placé ce Fibonacci à la base et au point le plus haut de la dernière vague. Et là, ça va me permettre de comprendre ce qui se passe, par exemple, sur le BTC. On voit que le BTC a fait une forte hausse. Il a d'abord créé en fait une figure de retournement par un double bottom avec une deuxième jambe plus haute que la première jambe. On a la ligne de coup qui a été cassée, il est monté, mais il est monté avec une clôture de chandelle exactement au niveau des 38,2. On voit qu'on a une petite mèche, donc le cours est passé au-dessus, mais on est venu clôturer au 38,2 parfaitement. Donc, quelqu'un qui aurait investi à partir de ce niveau-là, il pouvait s'attendre éventuellement à une clôture au 38,2 parce que c'est un point de résistance très connu. Donc, l'idée première de Fibonacci, c'est de vous indiquer les points de support et les points de résistance. En aucun cas, Fibonacci va vous permettre de prédire si ça va monter ou descendre. Il n'y a aucun indicateur, qu'on soit bien d'accord là-dessus, il n'y a aucun indicateur qui va vous permettre de savoir si ça va monter ou si ça va descendre. Ce sont simplement que des indicateurs qui, la plupart du temps, sont même en retard sur le marché. Donc, ce sont juste des indicateurs. Par contre, grâce à ces bases, grâce à ces niveaux de résistance, on sait qu'ils vont être plus ou moins pertinents. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont pertinents? Parce que si vous avez 100 traders et chaque trader a sa propre manière de trader, il sera rare que le marché réagisse en fait à ce qu'il va faire. Par contre, si vous avez 100 traders et vous avez 95 traders qui tradent exactement de la même manière et qui se disent, moi, quand le cours arrive à 61,8, je vais revendre pour prendre mes profits, automatiquement, le marché va arrêter de monter et voire même va baisser. Et donc, ben, seuls les 5% des personnes qui ne l'auront pas fait, eux, vont perdre de l'argent parce qu'ils s'attendront à ce que le marché monte. Donc, l'idée, en fait, du trading, la plus grosse idée, c'est pas de découvrir sa méthode, c'est pas de faire son propre fonctionnement. Au contraire, la plus grosse idée qu'on puisse trouver dans le trading, c'est de regarder que fait la majorité et à partir du moment où on a les intentions de la majorité, là, on peut commencer à faire de l'argent. Alors, c'est Warren Buffett qui disait il faut investir quand les gens ont peur, parce qu'ils quittent le marché et c'est là que les prix sont les plus bas, donc il faut investir dedans et il faut prendre ses profits quand tout le monde commence
à crier à la réussite et au génie et au fait qu'ils soient devenus d'excellents traders et qu'ils s'enrichissent. Et en effet, c'est exactement ça. Parce qu'on sait ce que va faire le marché, on est capable de prendre position d'un point de vue psychologique et d'un point de vue mouvement du marché. Donc Fibonacci va nous donner toutes les résistances intéressantes pour rentrer dans le marché ou pour prendre nos profits. Alors Itoro, on se retrouve sur la partie démonstration. En fait, c'est le compte de démo. Ce que vous voyez là, c'est pas du tout ce que j'ai sur mon compte. C'est simplement ce qu'il y a sur le compte de démo où je m'étais amusé 25 décembre 2020 à mettre un petit peu d'argent dessus pour voir la performance du hodler et puis pour montrer également à tous les suiveurs ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc, on prend notre courbe d'aspect général, on sait maintenant tracer une tendance, on sait maintenant tracer un segment. L'idée, ça va être de venir tracer un Fibonacci. Donc Fibonacci, on va venir le chercher dans les outils et à partir des outils, on va venir tout simplement cliquez Fibonacci. À partir de là, vous voyez que ça vous a ouvert exactement comme pour les moyennes mobiles. Ça vous a ouvert une petite fenêtre qui vous permet de mettre des couleurs au niveau de votre Fibonacci. Ce que l'on va faire, je me mets au niveau le plus haut et je descends chercher le niveau le plus bas de mon Fibo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la mèche, le point le plus haut. Si je me décale, vous pouvez voir que je viens me poser sur la partie la plus haute. Et je prends la mèche la plus basse ici. Je pose simplement mon cercle le plus bas de 0% sur la mèche la plus basse. Alors, juste pour reprendre, l'outil Fibonacci, je fais un clic gauche, par exemple à ce niveau-là. Je descends avec ma souris et je refais un clic gauche à la mèche qui se trouve à gauche par exemple, pour avoir une idée de ce qui va se passer. Et là, automatiquement, j'ai posé mon Fibonacci. Si je veux l'enlever, tout simplement, je viens dessus, j'attends d'avoir les deux petits cercles blancs que vous voyez. Vous voyez également que mon Fibonacci a changé de couleur, il s'est mis en rouge. Et je fais un clic droit, exactement comme les moyennes mobiles ou les tendances que l'on a vues dans la dernière vidéo. Donc à partir de ce moment-là, on vient voir tout simplement le Fibonacci que j'ai posé. On voit que le cours est venu jouer mais sur les 38,2 et là, il est en train de tout simplement accumuler et respirer un petit peu et qu'on est monté très fort là. Donc, il va falloir prendre sa respiration pour pouvoir monter aux 50%. Et c'est comme ça que vous me voyez très souvent dire, bon voilà, maintenant j'attends les 46%. Ok, on les a passés, ça semble sortir, on a maintenant une sortie de range. Ok, on vient chercher les 51 ou 52%. Alors je me laisse toujours une petite marge parce que depuis quelque temps, depuis quelques semaines, là je vous annonce les 52 000 pour moi qui sera vraiment un niveau clé. Pourquoi? Parce que quand on a un petit peu comme une voiture qui roule, quand on freine, ben, il faut un certain temps pour l'arrêter. Là, c'est pareil. Lorsque le marché est en FOMO comme ça et qu'il y a une forte force acheteuse, il va falloir un petit peu d'inertie. Et donc, du coup, vous voyez qu'on a dépassé un petit peu les 38,2 et on est revenu. Si je viens chercher à l'heure, on vient voir ce qui s'est passé. En effet, notre FOMO nous a emmené un tout petit peu au-dessus des 38,2, la ligne que vous voyez là, hein. On voit le chiffre qui se trouve ici, 46 714. Et là maintenant, on a fait un parfait pullback sur les 38,2. On est en train de jouer dessus. On va très certainement commencer à faire un W, faire plusieurs W à l'intérieur de W. Donc des doubles bottom, une structure qui va ranger un petit peu là-dedans. Et dès qu'on va casser à la hausse, boum, on repart sur la zone des 50% qui se trouve là et qui se trouve à 50 898. Voilà. Donc, il est intéressant de vraiment noter tous ces points de Fibonacci qui, si on fait des extensions, peuvent nous montrer qu'il s'est passé des choses à ce niveau-là. Donc, on prend les 38,2 par exemple. Là, je mets ma croix de manière à avoir euh, une référence. Alors, on se souvient comment faire éventuellement, ça peut être intéressant dans la partie outils. Je viens chercher un segment et je vais m'amuser à tirer un segment que l'on va mettre en rouge. C'est juste
Pour l'exemple, voilà, je crée une grande ligne. Alors, je la crée comme ça, mais j'aurais très bien pu aussi venir chercher mon Fibonacci et dire, bah, écoute, on va le placer là, par exemple, et puis on va venir le mettre là. Comme ça, je récupère mes lignes rouges de mon Fibo. Alors, mais par contre, ça m'intéresse pas trop. Si je le fais par exemple en prenant exactement les mêmes repères, on est là au niveau du haut, au niveau du bas. Voilà, on s'aperçoit qu'on revient sur notre ligne rouge sans problème. Alors c'est peut-être moi qui l'ai mal placée, elle n'était peut-être pas parfaite, mais la voici. Et donc du coup, si j'enlève mon Fibonacci, j'ai toujours ma ligne qui me permet de voir ce qui se passe. Maintenant qu'on a étendu notre zone de Fibonacci en la promenant, on va regarder en effet, est-ce que ce niveau des 38,2 a été intéressant. Alors, lorsque l'on l'a passé, on a réussi à le percuter sans aucun problème. On était en discovery price, donc on ne savait pas du tout à ce moment-là que c'était une zone qui pouvait nous embêter. On l'a su à partir du moment où, lorsque l'on est venu mécher un petit peu plus haut que les 50%, les 61,8, pardon, on voit ici que ça travaille les 61,8. Donc le cours, la résistance des 61,8 a arrêté le marché. Le marché a du coup retracé pour venir respirer par rapport à cette forte montée. Il a respiré et sur quoi est-ce qu'il a retracé? Sur le 38,2 évidemment. Donc ensuite, on voit qu'on va se promener un petit peu. On dépasse les 61,8, on vient chercher un autre point de Fibo, mais qui n'est pas marqué actuellement, pour pouvoir revenir retracer où? Au 50%. Ensuite, on refait la même chose, on vient retracer où? On voit que la bataille s'est faite au 50%, ce qui n'empêche pas quelques mèches pour ceux qui ont pu racheter plus bas. Et ensuite, on voit qu'on a un dead cat bounce, donc notre marché n'arrive pas à passer au-dessus. On voit que, en effet, on est venu travailler cette zone-là beaucoup, et cette zone-là, bizarrement, on va la retrouver ici et ici. Ça correspond également à un niveau de Fibonacci. Euh, on retrace donc au niveau des 50%, on a notre dead cat bounce, et là, on sait qu'on va revenir chercher beaucoup plus bas. Où est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va chercher simplement la zone des zéros. On vient chercher la zone qui était travaillée sur les précédentes montées, et on vient simplement chercher là-dedans. Alors ensuite, on va pouvoir développer par la suite sur d'autres vidéos des choses plus intéressantes que les Fibonacci qui seront éventuellement en plus de la technique des Fibonacci qui vont vous permettre de travailler ce que l'on vient de voir juste avant avec l'accumulation de Wyckoff, avec les SD, AR, SC, les UT, les UTAD, etc. Et on se rendra compte que lorsqu'on a comme ça des barres, des murs de liquidité, parce que les gens sont tous rentrés là pour acheter en longue, ils ont déposé des stops. Et en général, quand on a un stop qui est posé, on vient récupérer une mèche un tout petit peu plus basse qui permettra au marché de sauter tous ces stops et de liquider énormément de monde avant de repartir à la hausse. C'est ce qu'on appelle. À partir de ces 0%, on s'aperçoit qu'on remonte, on revient chercher les 38,2, on se promène jusqu'aux 50, on revient au 38,2, on travaille cette zone dans les deux sens. Et donc on redescend un petit peu plus bas sur un autre niveau également de Fibonacci, mais qui n'est pas marqué, pour venir chercher donc notre 100% que l'on a défini grâce à ce nouvel UTAD. On a un UT ici, un UTAD ici. On verra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos sur l'accumulation, comment l'utiliser. Et ensuite, on s'aperçoit que dans son retracement, bah, où est-ce qu'on va? On va au 61,8, on travaille la zone des 61,8. Une fois qu'on la casse, on vient travailler la zone des 50%, mais y compris la zone des 38%. Et ça vous permet vraiment de savoir ce que va faire le marché. Pas dans le sens où il va aller, mais où est-ce que sont les principales résistances et où est-ce que sont les principaux supports qui vont vous permettre de rebondir. Et étonnamment, très étonnamment, on vient chercher donc de nouveau cette même zone de travail sur laquelle on rebondit un tout petit peu plus haut et on vient définir notre zone de retournement. On reste sous les 38,2. Tant qu'on est sous les 38,2, ça veut dire que on n'a pas encore passé le premier arrêt. Tant qu'on n'a pas passé le premier arrêt, on a toutes les chances de continuer à plonger, même si on a fait une figure de retournement qui, elle, est très très bullish. On voit bien le double bottom ici avec la deuxième partie supérieure à la première. On voit une ligne de coup qui serait aux alentours des 44 635. On voit qu'on l'a percuté sans aucun problème. Et on est venu simplement se reposer sur les 38,2 pour l'instant et faire un petit pullback si je me mets en 1 heure
on a notre petit pullback, on travaille dessus. Donc là, maintenant, à voir, est-ce qu'il va tenir? S'il tient, on monte aux 50%, donc la zone des 51 000 ou un petit peu plus. Et s'il ne tient pas, malheureusement, eh bien, on va redescendre, chercher une zone qu'on a travaillée préalablement, c'est-à-dire peut-être les 44 200 ou peut-être cette zone-là de travail à 38 531. Voilà, voilà à quoi vont nous servir les Fibonacci. Voilà comment on va les définir. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, je vais repasser en mode journalier, c'est juste pour le fun, hein. Je vous ai montré comment créer notre Fibonacci pour partir de 0 à 100, mais on peut également faire l'inverse, c'est-à-dire je recrée un Fibonacci en allant dans nos outils, je reprends un Fibo, je le prends par exemple à la partie la plus basse et je viens chercher la partie la plus haute. Et là, vous voyez que maintenant, au lieu des 38,2 que l'on avait, et si vous ne vous souvenez pas, je vais juste en recréer un, là, où on verra qu'on a exactement l'inverse, en fait, si je viens chercher là, et hop, par contre, les deux seront l'un sur l'autre. Alors, je vais juste le décaler pour qu'on voit les chiffres différemment. On voit que le 50% est égal et très exactement au même endroit. Par contre, le 61,8 et le 38,2 sont inversés. Bien sûr que l'on retrouve sens inverse, etc. Puisque 61,8 plus 38,2, c'est égal à 100%. Jusque-là, tout paraît logique. J'enlève ce Fibonacci en faisant un clic droit. Une fois qu'il est parti, j'obtiens donc mes différents niveaux, également dans ce sens-là. Donc en partant de 100 à 0, ça sous-entendrait que j'ai eu une vague montante. Donc ma vague montante, c'était celle-ci, part de ce point le plus bas à ce point le plus haut. Et donc je cherche à savoir où est-ce que ma vague descendante va s'arrêter. Donc je regarde, on travaille un petit peu la zone des 50%, on vient de travailler la zone des 61,8, on est descendu très très bas, c'est rare d'avoir des grosses baisses comme ça. Mais donc il faut savoir que si on travaille sur les vagues d'Elliott par exemple, on est parti sur une grande vague 1 et ensuite on a une vague 2. Cette vague 2 est en correction avec une grande A, B et C. Alors là encore, juste pour l'explication, il est possible que la C soit terminée. Si la C est terminée, on part sur une grande vague 3 qui sera en 5 vagues. Si par contre elle n'est pas terminée, on est simplement dans une correction à 3 vagues qui nous permettra de redescendre beaucoup plus bas vers les 20 000. D'où l'intérêt de toujours garder un petit bag de côté. Si jamais on a un marché qui retrace énormément, à ce moment-là, il sera toujours intéressant de re-rentrer dans le marché. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi à ce moment-là on ne rentrerait pas maintenant? Eh bien, tout simplement parce que si on définit nos Fibonacci, en fait, donc je vais les reprendre, on va repartir là, on va chercher cette zone-ci. Je vais enlever l'ancien. Je vais avoir des zones en fait. Passons en mode semaine et prenons tout simplement notre Bitcoin depuis le moment où il a démarré, donc il était aux alentours de 0, jusqu'au plus haut, le dernier ATH qui nous a fait aux alentours de 68 894 sur eToro, et regardons un petit peu ce que nous proposent nos Fibonacci. Diminuer comme ceci et venir chercher donc notre zone des 0. Je vais la mettre à droite. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir définir nos zones d'achat. Alors, vous voyez que le 0 à 38% se trouve dans ce rectangle-là. Alors, je vais définir un rectangle comme on l'a vu dans la première vidéo. On vient prendre notre outil, on vient chercher toujours la partie outil ici. On prend l'ascenseur, on descend, on vient chercher notre rectangle là. Et à partir du moment où on a notre rectangle, on vient superposer en fait notre nouveau rectangle à cette zone que l'on va définir comme étant une zone d'achat. Donc, je veux lui donner une information, je veux l'écrire. Je vais juste venir chercher ici mon outil toujours et je viens chercher dans la colonne de droite des outils la partie annotation. Je fais un clic gauche, j'ai mon curseur qui apparaît et je vais marquer zone d'achat. Oui. Voilà. Si, pardon, on va l'écrire correctement quand même. D'achat Bitcoin. Et
Alors, si je le veux en vert, je suis pas sûr qu'ils le prennent là. Il aurait fallu que je le fasse juste avant. Comme on peut le voir, ça reste rouge parce que j'ai écrit en l'ayant rouge. Donc, si je veux enlever ce zone d'achat Bitcoin rouge, je fais un clic droit. Maintenant, je retourne chercher ma partie annotation. Il est important d'avoir la couleur que je souhaite avant d'écrire. Et donc, là maintenant, je mets zone d'achat Bitcoin en vert, puisque c'est comme ça que je le souhaite. Donc je peux la mettre en gras, en italique si j'en ai envie, je peux modifier sa taille et la mettre en 20 et éventuellement modifier la police si je préfère une autre police. Voilà, donc du coup je fais sauvegarder et je garde en fait l'information de zone d'achat à ce niveau-là. Maintenant, je vais venir regarder ce que je peux faire au niveau de la zone de vente. Ma zone de vente, en fait, sera définie de la même manière au-delà au-delà en fait du 61,8. Donc je viens chercher un nouveau rectangle, je prends mon 61,8 ici que j'emmène au 100%. Avant de le valider, je m'aperçois qu'il sera en vert, donc du coup je viens modifier la couleur. Je le mets en rouge par exemple avec un fond un petit peu rouge et je viens simplement le poser par rapport à notre ATH. Voilà, et je vais valider ici de la même manière, je vais venir écrire une annotation. Dans mon annotation, on est bien en rouge et je vais marquer zone de vente des bitcoins. Et je sauvegarde. Donc à partir de ce moment-là, vous commencez à comprendre pourquoi, par exemple, sur mon portefeuille, je n'ai pas racheté du bitcoin ici. Tout simplement parce que pour moi, j'ai pas de zone d'achat. J'attends que le Bitcoin se mette à retracer exactement ce que l'on a fait là. Si je viens tracer un Fibonacci ici à partir du 0 là jusqu'au 0 là, lorsqu'on était, hein, lorsqu'on était aux alentours d'ici, il y a plein de personnes qui se sont mises à acheter en fait du, euh, du Bitcoin. Or, le Bitcoin a continué à descendre. Une fois ici, elles se sont de nouveau mises à acheter et le Bitcoin a continué à descendre. Donc, il n'y avait aucun intérêt. Si j'enlève mon gros Fibonacci, je peux venir tracer mes zones d'achat, par exemple. Donc, je vais reprendre un rectangle. Euh, Hop, j'ai mon rectangle. Il est en rouge, donc du coup, je vais faire ma zone de vente qui va être là-dedans. Et je vais créer ma zone d'achat. Chercher mon rectangle. Et je viens créer en vert également, ma zone d'achat. Et je peux vous assurer que lorsqu'on en était ici, tout le monde voulait acheter et tout le monde, ah, on repart to the moon, sauf qu'on n'est jamais reparti to the moon à ce moment-là. Et, euh, et il était beaucoup trop tôt pour racheter, en fait. Il suffit d'attendre patiemment. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, quelquefois 1 an, quelquefois 2 ans. Là, on était en 2018 et il a fallu attendre d'être au mois de mars 2020, là, pour avoir un très bon point d'entrée, ou attendre d'être en 2019, être aux alentours du plus bas, être vraiment quasiment au milieu de notre zone d'achat pour pouvoir acheter du Bitcoin. Donc là, ça commençait à devenir intéressant parce qu'on savait qu'on allait avoir un point de vente dans la zone rouge. Par contre, la personne qui a acheté ici, elle a un très petit ratio de gain par rapport à un gros ratio de perte. Il y a plus de chances qu'elle perde de l'argent en achetant ici entre les deux zones, entre la verte et la rouge, que de gagner de l'argent. Alors oui, à long terme, forcément, on repassera par cette zone, donc il n'y a aucun problème. Par contre, il faut s'assurer d'avoir la liquidité nécessaire pour que quand le marché va retracer, on ait suffisamment d'argent. Alors, il y a une chose qui est très très importante à comprendre, c'est que imaginez que notre Bitcoin soit à 100 aujourd'hui. Bah, on va le noter, on va dire que ce point-là, c'est 100%. OK, donc je sauvegarde. Et je viens mettre une autre annotation à nos 50% qui serait par exemple. Donc là, ça correspond plus du tout à notre cours, bah rien du tout. Je définis simplement une échelle, moi, que je gère. Imaginez que nous soyons à 100% et je suis en position, je viens d'acheter. Le marché retrace de 50%, donc j'étais rentré avec 1000 euros, j'ai perdu 50%, il me reste plus que 500%.
que 500 euros pardon, sur mon compte. Eh bien, j'ai perdu 500, le marché remonte à 100. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien regagné, je suis toujours à 100%. Par contre, je n'ai connu qu'une division par 2 en fait, lorsque le marché a retracé. Le gros avantage d'acheter à 50, c'est que lorsqu'on va arriver à 100, on fait un fois 2. Là, le montant de mon portefeuille était divisé par 2, donc je perdais la moitié, alors que en repassant au 100, je fais un fois 2, je multiplie mon portefeuille par 2. D'où l'intérêt, le très gros intérêt d'acheter dans la zone d'achat. Surtout pas acheter au-dessus, surtout pas acheter là quand on est en plein FOMO, parce qu'on ne sait pas si ça va aller là ou si au contraire on est quasiment au bout et ensuite on repart pour un retracement de quelques années. Donc, toujours privilégier la zone d'achat. C'est pas nous qui allons chercher le marché. C'est pas nous qui disons au marché, ah, t'es là, je vais t'acheter, etc. C'est super parce que tu vas monter. Non. On a notre zone d'achat et lorsque le cours retracera dans cette zone d'achat, c'est là qu'on achètera parce que c'est là qu'on aura un énorme ratio. Si j'achète à 15 000 par exemple et qu'on retourne à 69 000, je sais que j'ai une énorme capacité de récupérer de l'argent. Par contre, si j'achète à 46 000, je sais que mon plus haut était à 69 000, j'ai aussi une très forte chance qu'on parte à 13 000 et à ce moment-là, je vais perdre beaucoup d'argent, immobiliser beaucoup d'argent. Alors quand je dis perdre, tant que vous n'avez pas vendu, vous ne l'avez pas perdu. Logiquement, si vous êtes en stock et que vous n'avez pas de levier, tout va bien, vous garderez votre argent jusqu'à la prochaine remontée. Mais bon, c'est jamais plaisant de voir un portefeuille qui était à 100 000 et qui passe à 800 euros, quoi. Donc, il est très important d'acheter dans les zones d'achat que vous préparez. Alors, cette annotation, je n'en veux plus. Je clique dessus pour la sélectionner en faisant un clic gauche et un clic droit pour l'enlever. Pareil pour le 50, clic gauche pour la sélectionner, clic droit pour l'enlever. Ma zone d'achat ici, vous pouvez me permettre éventuellement, pardon, ma zone de vente ici, pouvait me permettre d'acheter par là lorsqu'on recassait pour pouvoir remonter, tout en sachant que je ne savais pas du tout si ça n'allait pas être simplement qu'un double top, hein, venir ici et repartir. Donc du coup, si j'achetais par là, c'était dangereux. Quand on voit ce qu'a fait le marché, on se dit, ah ben super, c'était notre parfaite zone d'achat, on pouvait acheter parfaitement, sauf que tant qu'on est là, on n'a pas de zone d'achat en fait. Notre zone d'achat, elle était bien ici, et si on se retrouve là et qu'on découvre le Bitcoin ici, qu'on achète le Bitcoin par exemple là, et qu'on voit que le Bitcoin retombe énormément, et il y a de fortes chances qu'on le revende à perte. Alors que si on avait simplement acheté dans la zone d'achat, on savait que on avait autant de temps devant nous pour nous en sortir et voire même pour assumer un retracement. Si on est en plein FOMO, j'achète par ici, pas de souci, je reste quand même très très positif sur les mois qui viennent. À 37 000, c'était un bon point d'achat maintenant avec le retour historiquement. Sauf que lorsque j'achète ici, je me retrouve aussi avec la possibilité que le Bitcoin n'ait fait qu'une montée et ensuite redescendre aux alentours de 10-15 000. S'il redescend à 10-15 000, il va me falloir attendre 2, 3, 4 ans peut-être pour retrouver mon argent, ce qui est fort dommage. Donc là, maintenant que l'on a appris à tracer un Fibonacci, on vient mettre notre zone d'achat et on attend tout simplement, on attend que la courbe revienne dans sa zone d'achat historique. Lorsqu'il sera dedans, on peut reprendre position. Peut-être qu'on reprendra position là et qu'il descendra là, pourquoi pas. Et c'est là qu'intervient le DCA. C'est que si notre cours vient se promener par ici et que l'on a par exemple 1000 euros à investir, je vais en mettre que 200 ici. Et puis il va continuer à descendre, 200 encore là, et puis encore là 200. Et à partir du moment où j'ai vraiment mes W, mes double bottom qui s'enchaînent, etc., et que je repars à la hausse, là, je vais pouvoir poser éventuellement 200 encore. Et juste avant la cassure, si je vois que tout va bien, je repose les 200 derniers. J'ai investi 1000 $ ici dans ma zone d'achat en DCA. Je vais gagner de l'argent sur toutes mes positions parce que maintenant, je repars chercher une zone de vente. Et lorsque je serai dans ma zone de vente, soit je parie sur le fait qu'on va faire un nouvel ATH, auquel cas on va dépasser les 69 000, donc je garde des positions, deux ou trois des positions sur les cinq que j'ai posées ici, et je laisse courir deux positions au-dessus qui vont venir chercher un nouvel ATH, et là je continuerai à faire de l'argent en les vendant au sommet, si c'est le réel sommet, on ne sait jamais.
Et il est possible que, après ce sommet-là, il continue de monter. On ne sait pas. Mais c'est le jeu. C'est le jeu du DCA et à l'achat et à la vente. Mais on n'achète pas lorsqu'on est là. On n'achète pas du Bitcoin lorsqu'on est là. C'est pas une très bonne idée parce qu'on est aux alentours des 69 000, disons 70 000, 35 000 c'était la moitié. On est à peine au-dessus. Donc on ne sait pas ce que va faire le Bitcoin en fait. On peut toujours être dans une zone d'incertitude ou on peut très bien avoir fait un UT, un UTAD, et maintenant on va chercher une zone de distribution, exactement comme là. On va distribuer, faire une grosse descente, se promener là pendant 2 ans et ensuite repartir. Et c'est pour ça que notre portefeuille est un portefeuille d'investissement à moyen long terme, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la journée ce qui se passe. Oui, pour trader, pour s'amuser, on regarde, est-ce qu'on a fait un bottom, est-ce que voilà, mais c'est juste pour, garder en fait, les habitudes, garder l'œil sur le trading et voir un petit peu comment tout fonctionne. Donc, est-ce qu'on sait ce qu'est un Fibonacci? Oui, on a fait la théorie dessus. Est-ce qu'on sait maintenant tracer, à l'aide de l'indicateur Fibonacci sur eToro nos indications, nos niveaux de Fibonacci qui seront des résistances et des supports? Oui, on sait. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Eh bien, on sait que plus il y a de personnes qui vont l'utiliser, plus le marché va y réagir. Et donc, pourquoi les utiliser? Ben, tout simplement parce que ça marche très très bien. Et est-ce que c'est vraiment utile pour s'améliorer, pour améliorer son trading? Oui, parce que comme ça marche très très bien, vous allez acheter très bas, vous allez revendre à des points de vente logiques. À partir du moment où vous allez commencer à mettre en place pour tous vos trades cette structure, c'est gagnant. Ça ne devient que gagnant. Voilà, je vous remercie énormément. J'espère que cette vidéo sur l'indicateur de Fibonacci vous a servi, vous a permis d'apprendre deux, trois petites choses, vous a permis de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on faisait des zones d'achat et des zones de vente et de voir tous les avantages que vous allez pouvoir en tirer. Si en effet c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la vidéo sur les niveaux 1 et 2 dont je parlais initialement. Et puis surtout, ça m'aidera beaucoup pour le référencement sur YouTube et permettre à plein de personnes de trouver comment utiliser eToro et comment s'en sortir sur le marché financier grâce à eToro. Merci beaucoup, excellente journée et à très très bientôt.